Bienvenue à ce premier cours sur la chaire informatique et sciences numériques sur la gestion de données. Donc, tout à l'heure, nous aurons Moshe Vardi, mais pour l'instant, je vais vous parler du modèle relationnel. Alors, c'est vraiment le cœur du traitement des bases de données, et je vais peut-être le situer tout de suite dans l'ensemble du cours. On va avoir trois leçons sur les modèles de données. Alors, le modèle relationnel, celui qu'on discute aujourd'hui, dont j'ai déjà parlé dans la leçon inaugurale, on va continuer un petit peu là-dessus. Ensuite, un certain nombre de modèles qui ont été proposés au-delà du modèle relationnel, et puis des modèles de base de connaissances. Ensuite, on fera des sujets que j'ai mis là un peu pour le fun, qui sont la gestion de workflow et de documents actifs, les business artifacts, et les moteurs de recherche du web, parce que c'est vraiment un sujet drôle. Et la fin, ce sera plus sur ma recherche actuelle, c'est sur la gestion de connaissances distribuées. Pour ça, je ferai un cours sur Datalog. Datalog, c'est un peu le cœur technologique de tout ce travail. Ce n'est pas distribué, mais j'en parlerai parce qu'il faut évidemment resituer toute la technologie. Ensuite, je reviendrai sur la gestion de données distribuées en général et je terminerai par les bases de connaissances distribuées et ce que je fais en ce moment. Bien, voilà. Donc aujourd'hui, le modèle relationnel et surtout ce que je vais essayer de faire, c'est de présenter trois grands principes. Les principes qui sont fondateurs de ce modèle, auxquels on accorde plus ou moins d'importance, mais pour moi, c'est vraiment la motivation, la raison, c'est ce qui explique tout. Et si on les comprend bien, on peut mieux comprendre pourquoi on s'embête avec d'autres trucs. Donc je vais voir ces trois principes qui sont l'abstraction, l'universalité et l'indépendance. Donc ça va être le cœur du sujet aujourd'hui, et on rentrera un peu plus en détail dans ces trois aspects. Ensuite, il y a un sujet qui est incontournable dès qu'on parle de beaucoup de données, c'est comment on fait pour aller vite et comment on fait pour pouvoir passer à l'échelle. Alors, en pratique, c'est l'optimisation. En théorie, c'est la complexité et l'expressivité. Donc, je parlerai un peu d'optimisation et Moshe, dans sa présentation, parlera beaucoup plus en détail de la complexité et de l'expressivité. Et je me suis aperçu en préparant cette présentation que tout ça restait quand même très bavard. Hein. Ça fait très survey, état de l'art, etc. Et donc ça peut... moi, si j'étais étudiant dans la salle, je pourrais trouver ça barbant au bout d'un certain temps. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est passer quelques transparents pour montrer un résultat technique, un résultat pas très compliqué que je démontrerai, pour que vous ayez l'impression, en sortant de ce cours, d'avoir vu des grandes idées, mais aussi d'avoir vu un peu de technologie. Et alors, tout de suite, les grands principes. Alors, avant ça, un petit peu d'explication sur ce que c'est que les bases de données. Tout le monde sait ça, mais resituons bien. Donc, quand on a une grosse quantité d'informations à gérer, typiquement une grosse quantité d'informations, ça s'appelle une base de données. Une grosse quantité de données, ça s'appelle une base de données, et puis le logiciel, qui est un gros logiciel pour gérer tout ça, ça s'appelle un système de gestion de base de données, un SGBD, DBMS en anglais. Donc c'est des systèmes qui sont très complexes. Ce n'est pas un truc qu'on développe sur un coin de table en quelques semaines, même si on est un codeur brillantissime. C'est typiquement des choses qui sont compliquées, on va voir pourquoi, et qui représentent des années de recherche et de développement par des gens très bons. Les premiers qui ont fait ça, c'est les gens d'IBM. Ça leur a mis 10 ans pour faire un système qui tienne la route, qui est à peu près tout ce qu'il fallait. Alors, quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est que ces données sont persistantes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous arrêtez votre ordinateur ou si vous êtes coupé du réseau, les données continuent à rester. Et elles continuent à rester combien de temps? Elles continuent à rester pendant des semaines, des mois, des années. Vous pouvez avoir certaines contraintes légales qui vous obligent à garder ces données peut-être pendant 100 ans. Ces données sont potentiellement très larges. Alors potentiellement très larges, quand j'ai commencé les bases de données, ce n'était pas la même chose que maintenant. Maintenant, on parle typiquement de téraoctets de données. De plus en plus, ces données sont distribuées géographiquement. Pourquoi? Parce que les entreprises sont mondialisées et parce que les organisations sont mondialisées et donc elles ont des données un peu partout.
Elles sont utilisées par tout le monde, par beaucoup d'utilisateurs et par des programmes. Et puis, elles sont sur des unités de stockage hétérogènes. Alors d'abord, il y a l'hétérogénéité entre les données qui sont chez vous dans ce bâtiment et celles que vous trouvez sur le réseau. Mais même à l'intérieur de ce bâtiment, elles peuvent être sur plusieurs disques avec des technologies différentes, etc. Bien. Alors ça nous ramène à la leçon inaugurale. Je vais le répéter brièvement pour ceux qui n'étaient pas là. Le rôle principal d'un système de gestion de base de données, c'est d'être un médiateur entre des êtres humains qui sont intelligents, comme Alice, et qui ont des besoins, et des machines qui sont bêtes, mais qui savent calculer. D'accord ? Et donc, le système, il est entre les deux. Et essentiellement, il doit arriver à répondre aux besoins d'Alice en générant un petit programme avec des trucs comme des while, des goto, des choses comme ça qui ne sont pas très propres, pour aller chercher des informations sur disque, sur le réseau, etc. Alors, pour faire ça, le système est organisé autour d'une syntaxe rigoureuse et d'une sémantique rigoureuse qui est la logique du premier ordre. Donc là, vous avez une formule de logique du premier ordre. Et ce qui est important à voir dans ce rôle de médiation, c'est qu'Alice, en tant qu'utilisatrice, elle n'a pas du tout envie d'écrire ce programme. Elle ne sait probablement pas écrire ce programme. Est-ce que votre grand-mère, qui a découvert l'informatique il y a 3 ans, va écrire un programme comme ça? Non. D'accord ? La plupart des gens, à part les quelques hackers anormaux, n'ont pas du tout envie d'écrire ce genre de choses. Bien. Alors, le premier principe là-dedans, qui découle immédiatement de cette notion de médiation entre des humains et une machine, c'est le principe d'abstraction. C'est-à-dire qu'on veut abstraire la tâche qui est à obtenir des données ou modifier des données en utilisant des langages de haut niveau, un modèle de données de haut niveau, avec un langage de définition et un langage de manipulation qui va permettre d'écrire des requêtes ou des mises à jour. Alors, il y a essentiellement 3 grandes structures de données qui ont été considérées pour ça, qui ont toutes les trois des sources mathématiques extrêmement précises. Les relations, donc des sous-ensembles du produit cartésien, les arbres et les graphes. Et on va retrouver ça pendant cette leçon, et quand on ira au-delà du modèle relationnel la prochaine fois, on retrouvera des arbres et des graphes. Alors, ce qui est important là-dedans, c'est qu'on veut exprimer des requêtes de façon précise, donc on va utiliser des logiques. On va s'exprimer de façon déclarative plutôt que procédurale, c'est-à-dire qu'on va exprimer ce qu'on veut plutôt que d'exprimer comment on voudrait que ce soit calculé. Comment on voudrait que ce soit calculé, c'est le boulot de la machine. On va aussi des fois utiliser des langages graphiques. Alors ça, c'est Microsoft Access, par exemple. C'est des choses que n'importe qui, sans savoir programmer, sans rien savoir d'informatique, peut à peu près bien visualiser. Dans certains cas, on va utiliser la langue naturelle. Bien, alors le deuxième principe, c'est l'universalité. Alors celui-là, les gens l'oublient des fois, c'est que le système de gestion de base de données, il est responsable de gérer toute forme de données, toutes sortes de données, pour toutes sortes d'applications. C'est un espèce d'entrepôt global. Par exemple, dans une entreprise, le système de gestion de base de données va gérer le plus possible toute l'information de l'entreprise. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est plus simple de tout mettre au même endroit ou de tout mettre dans un système relativement connecté pour savoir où on peut trouver de l'information. Donc à partir du moment où on a dit ça, on ne sait pas du tout qu'est-ce que les applications vont faire de ces données. Qui va utiliser ces données? Est-ce que ça va être utilisé par des hackers? Est-ce que ça va être utilisé par le PDG de l'entreprise? Est-ce que ça va être utilisé par des assistantes? Quels sont les besoins? D'accord? Et donc, il faut des langages assez puissants pour soutenir toutes les formes de besoins. C'est cette notion d'universalité. Tout doit être possible. On doit pouvoir faire ce qu'on veut avec ces données. Alors ça, c'est la théorie, hein, si vous voulez. En pratique, il y a énormément de données qui ne résident pas dans des systèmes de base de données, qui résident typiquement, par exemple, dans des systèmes de fichiers. Et puis, il y a des applications pour lesquelles les systèmes de gestion de base de données, comme Oracle, DB2, SQL Server, qui ont été développés, dont on reparlera, pour lesquels ces systèmes ne sont pas adaptés, parce que ça ne va pas assez vite, parce que ça ne répond pas à un besoin. Donc, dans ces cas-là, les gens développent des applications spécifiques, et d'une certaine façon, c'est de plus en plus le cas. Et donc l'universalité dont on rêvait au début, c'est un tout petit peu battu en brèche. Alors le troisième principe, c'est le principe d'indépendance. Alors celui-là est particulièrement intéressant parce qu'il a été développé il a été articulé pour la première fois par un groupe de travail
le groupe ANSYS Spark. Et c'est à ma connaissance une des rares fois où un groupe de travail avec plein d'industriels est arrivé à sortir un standard qui était assez intelligent. Donc l'idée, c'est de séparer en 3 niveaux. En bas, vous avez le niveau physique. C'est l'organisation physique des données sur disque qui gère le disque, les schémas, les index, les transactions. Au centre, vous avez un niveau logique dans lequel les notions, les données sont présentées de façon abstraite. Donc là, on est dans la notion d'abstraction du premier principe. Et puis ensuite, il y a des vues qui sont un niveau externe qui vont adapter ces données qui appartiennent à tout le monde aux besoins de chacun. Donc éventuellement en donnant des interfaces graphiques, en donnant des interfaces plus visuelles, plus spécifiques. Alors, bon, c'est bien d'avoir ces 3 niveaux d'indépendance, mais ça sert à quoi? Alors ça sert à la chose suivante. Ça sert à pouvoir, par exemple, changer le niveau physique sans avoir à changer le niveau logique. Alors, pourquoi on voudrait faire ça? On voudrait faire ça parce qu'on a écrit des tonnes d'applications, tout marche bien, mais les données il y a certaines des fonctions qui sont trop lentes, qu'on aimerait pouvoir accélérer. Comment on peut les accélérer? En changeant l'organisation physique, peut-être en rajoutant un index, en transformant une relation d'organisation par NUPLE en organisation par colonne. Donc on voudrait pouvoir changer de niveau physique, mais on a écrit 50 000 lignes de code. Alors la dernière chose qu'on voudrait avoir à faire, c'est avoir à changer ces 50 000 lignes de code. Si on a utilisé cette séparation en 3 niveaux, on peut changer le niveau physique sans changer les autres. Alors on peut aussi faire évoluer le niveau logique sans faire évoluer les autres. J'en parlerai moins parce que je sais moins. On m'a dit que ça servait, des industriels m'ont dit que ça servait, je n'ai jamais vu ça personnellement. Le dernier, c'est le niveau externe. Il y a de nouveaux utilisateurs avec de nouveaux besoins. Ils arrivent, ils se pluguent, ils rajoutent des vues. Tout ça doit se faire sans qu'on change, sans qu'on ait besoin de changer toute l'organisation physique ou logique des données. Bien. Alors voilà, on a vu les 3 grands principes. Maintenant, on va les reprendre en regardant de façon plus précise les choses que ça implique. Donc le premier principe, je vous rappelle, l'abstraction. C'est pour des êtres humains, on veut leur présenter une vue des données qui soit beaucoup plus abstraite. C'est aussi l'enseignement de siècles de mathématiques. Si on veut arriver à démontrer des théorèmes, il faut on s'éloigne des détails, il faut qu'on fasse des abstractions, il faut qu'on ait des modèles plus abstraits pour pouvoir raisonner, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir être intelligent. Même problème ici, pour que les utilisateurs puissent raisonner, réfléchir, comprendre les données, pour qu'ils puissent écrire plus facilement des applications, c'est fondamental dans ce contexte, on va faire de l'abstraction, on va gommer tout un paquet de détails de l'organisation physique des données. Alors, le modèle relationnel, c'est vraiment le point de départ de tout ça. Ted Code, en 1970, a écrit un papier dans lequel il propose d'utiliser cette forme abstraite, qui est des relations, et des requêtes dans un langage extrêmement formel, extrêmement précis, qui est le calcul relationnel, qui est déclaratif, pour gérer des données. Alors, il faut voir le saut conceptuel que ça pose. Jusque-là, la gestion de données était plutôt laissée à des ingénieurs qui écrivaient des programmes très compliqués, qui faisaient des applications. On n'a pas attendu Ted Code pour gérer des données, c'était depuis des dizaines d'années, peut-être pas, mais depuis le début de l'informatique, on gérait des données dans des applications de plus en plus compliquées, on gérait de plus en plus de données, c'est des applications de plus en plus belles, mais essentiellement, on restait très près des données. Et les ingénieurs étaient persuadés que c'était la seule façon de faire de la gestion de données, de rester au plus près du disque, au plus près des enregistrements, au plus près de l'organisation physique des données. Donc Ted Code arrive en disant « Non, non, c'est pas bon ça, c'est pas bon, c'est pas ce qu'il a dit, il dit on va faire autre chose, on va présenter une abstraction de ces données, le modèle relationnel, et c'est dans cette vision-là des choses qu'on va écrire des applications. » Alors, avantage immédiat, c'est que comme on a une vue plus abstraite des données, c'est beaucoup plus simple d'écrire des applications. De la même façon qu'en mathématiques, si votre modèle est plus abstrait, plus propre, c'est beaucoup plus simple de démontrer un théorème que si vous avez un truc qui est hyper compliqué avec des tas de cas à droite à gauche. Donc, beaucoup plus simple d'écrire des applications. Évidemment, et j'en ai parlé dans la leçon inaugurale, quand Code a proposé ça, les gens lui ont répondu « Ouais, c'est sympa, c'est joli, mais ça ne marchera pas. » Pourquoi ça ne marchera pas? Parce que comme on est loin des données,
hein, comme on est loin des données, on ne va pas pouvoir écrire des choses suffisamment efficaces. On va être trop loin, on ne va pas pouvoir faire ce qu'on veut. Et donc, on va reparler de ça. Pour arriver à faire marcher une approche de ce style-là, très abstraite, il va falloir que la machine comprenne vos besoins et optimise vos besoins, optimise leur évaluation. Alors, petite digression, c'est un tout petit peu une arnaque, tout ça. Hein. Quand on vous dit le modèle relationnel, c'est les relations au sens logique du terme et c'est le calcul des prédicats du premier ordre, ce que j'ai dit hein, il y a une minute, c'est un peu une arnaque, parce que dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Dans la réalité, par exemple, il y a de l'ordre. Hein. Quand vous voulez parler des données, vous voulez recevoir peut-être les résultats dans un certain ordre. C'est plus un ensemble de n-uplets, c'est un ordre. C'est plus un sous-ensemble du produit cartésien, il y a un ordre dedans. Il y a du nesting, il y a de l'imbrication. Vous allez prendre pour chaque personne la liste de ses enfants. C'est imbriqué, ça. Si vous voulez compter le nombre d'enfants, vous allez compter. Qu'est-ce que c'est compter? Ce n'est pas dans les bases sous-jacentes du modèle relationnel. Donc il y a des fonctions agrégats comme compter, faire la somme, faire la moyenne. Donc il y a un tout petit peu d'arnaque en disant c'est la logique des prédicats du premier ordre, c'est plus riche, mais en première approximation, c'est la bonne vision des choses, c'est de dire on a pris le calcul relationnel. Bien. Alors ça, je pense que c'est important de le dire, c'est un énorme succès du XXe siècle. Ces systèmes comme Oracle, IBM, DB2 d'IBM sont des systèmes extrêmement utilisés. Hein, quand vous quand vous allez, je ne sais pas, dans une banque, probablement il y a des systèmes comme ça qui sont derrière. Quand vous êtes sur Internet et que vous posez une requête, très souvent derrière, il y a un de ces systèmes ou MySQL, qui est le correspondant en logiciel quasi libre. Donc tout ça, c'est sur votre ordinateur personnel, peut-être que vous avez MS Access. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qu'on voit tous les jours, qu'on côtoie tous les jours, qu'on utilise tous les jours, même si on ne le sait pas. Alors les relations, voilà, c'est des tableaux à 2 dimensions. C'est extrêmement simple. Ça peut paraître simpliste, c'est volontaire. Hein, pour qu'on arrive à bien travailler, il faut qu'il y ait un bon niveau d'abstraction, et ça, c'est un bon niveau d'abstraction. Les requêtes, donc la base, c'est la logique des prédicats du premier ordre, le calcul relationnel, et en réalité, SQL qui est quand même plus compliqué que ça. Et on traduit ça dans une requête algébrique qui utilise des opérations de l'algèbre pour évaluer ça de façon plus efficace. Là, je vais un petit peu vite parce que j'en ai déjà parlé dans la leçon inaugurale. C'est quand même le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est comment on fait pour évaluer de façon efficace. D'accord ? Donc, on a des opérateurs, on a une boîte d'outils dans l'algèbre qu'on sait évaluer de façon hyper efficace avec des algorithmes. Et puis surtout, on a l'optimisation qui va nous permettre de choisir la bonne expression pour évaluer la requête considérée. Alors, une minute pour parler de ce qui s'est passé avant TEDCode. Avant TEDCode, il y avait déjà de la gestion de données, essentiellement 2 grandes directions, les arbres, avec le système IMS d'IBM. Alors, c'est encore utilisé. Ça fait des années qu'on dit c'est dépassé, mais il y a encore plein d'applications qui utilisent IMS parce que c'est assez efficace. Et puis des graphes, le groupe Codacil avait proposé un modèle de graphe. Alors, c'est beaucoup moins abstrait que le modèle relationnel. Essentiellement, on a la distance, si vous voulez, entre les données que voit l'utilisateur et la façon dont elles sont organisées sur disque est beaucoup plus restreinte. Alors sur disque, par exemple, ici, dans le modèle hiérarchique, on a un arbre avec des enregistrements et des pointeurs dans ces enregistrements. C'est implémenté comme ça. Alors non seulement il y a moins d'abstraction au niveau de la présentation, de la définition des données, mais il y a aussi moins d'abstraction au niveau du langage. Si vous voulez écrire une application dans IMS ou Codacil, essentiellement, vous écrivez un programme, c'est assez pénible, dans lequel vous dites allez chercher le premier enregistrement du personnel, regardez si ce personnel est dans le département accounting, et s'il est dans ce département, imprimez le nom, et allez chercher l'enregistrement suivant, et allez chercher l'enregistrement suivant. Donc c'est extrêmement procédural. Vous expliquez à la machine comment aller chercher l'information. D'accord ? Alors après, du coup, c'est vrai que générer le code, c'est beaucoup plus simple, parce que pratiquement à chaque
instruction que vous donnez, il y a un morceau de code. Ça ressemble beaucoup à la génération de code dans les programmes, dans les langages de programmation. Quand on parle de calcul relationnel, il y a une étape supplémentaire. C'est l'étape qui, à partir de ce que vous avez décrit de façon intentionnelle, de façon déclarative, permet de générer une expression algébrique qui, elle, sera évaluée. Alors, ça, c'était les prédécesseurs des arbres et des graphes. Ce que je trouve très drôle, c'est que les successeurs, c'est aussi des arbres et des graphes. D'accord. Donc, par exemple, sur le web, le format d'échange standard, c'est XML, c'est des arbres. Alors, vous allez me dire, donc, on est parti en cycle. On est parti par IMS dans les années 60. On a inventé le modèle relationnel. On a développé une grosse industrie avec des milliards de dollars. Et puis après, on revient aux arbres. On ne revient pas complètement aux arbres de la même façon. C'est-à-dire qu'avec XML, on essaie d'avoir des fondations logiques, des fondements logiques, typiquement en partie la théorie des automates d'arbres, et puis des manières plus déclaratives de spécifier des requêtes avec des langages comme XPath et XQuery. Donc, on garde cette notion d'abstraction au niveau du langage, mais on passe dans un modèle de données qui reste quand même très compréhensible par des humains. Comprendre un arbre, tout le monde organise ses données sous forme d'arbre. Donc ça se développe très vite. Et puis, alors les graphes bah, là, si on regarde du côté du web sémantique, vous avez peut-être entendu parler de RDF. Bah, RDF, on peut voir ça d'une certaine façon comme un gros graphe de triplets. Encore une fois, là, on pourrait dire, mais c'est un retour en arrière. Non, parce que les choses qu'on utilise avec, c'est des logiques de description, c'est des langages de requête plus évolués comme Sparkle. Donc, encore une fois, on est passé à des langages de définition plus riches, mais on a essayé de garder, on l'a perdu peut-être en partie, mais on a essayé de garder un niveau d'abstraction suffisant. Oui, j'ai oublié de dire, ça, c'est ce qu'on regardera. On parlera beaucoup d'arbres dans la prochaine leçon et on parlera de web sémantique dans la suivante. Alors, ça, c'était pour l'abstraction. Maintenant, regardons l'universalité. Alors, encore une fois, l'universalité, ça veut dire que beaucoup d'applications, le plus possible d'applications, vont utiliser mon système, et donc il faut que j'incorpore dans le système énormément d'outils pour pouvoir répondre à leurs besoins. Alors là, je ne vais pas gérer tous les outils, mais je vais commencer par essayer de vous faire sentir un peu la diversité des applications qu'on peut avoir à rencontrer. Alors il y a deux grandes classes d'applications qui sont extrêmement importantes. C'est OLTP pour Online Transaction Processing et OLAP pour Online Analytical Processing. Alors, la gestion de transactions, c'est ce qu'on fait dans les banques, par exemple. Donc, imaginez Visa, par exemple, Visa International, le nombre de transactions Visa International qui sont enregistrées par minute. Alors, je ne connais pas ce chiffre, hein, mais juste dans un pays comme la France, c'est énorme, c'est gigantesque. D'accord ? Vous essayez d'imaginer ce nombre, essayez de le calculer même en faisant des approximations, vous allez voir que vous atteignez des zones considérables. Donc il faut que votre système reçoive et enregistre ces millions de transactions qui arrivent en permanence, une espèce de flot continu, avec un très très haut niveau de sécurité. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas vous permettre de dire ah bah, j'ai ce système qui a eu un petit problème avec le réseau ou avec le disque, et puis il y a 100 000 transactions qui sont arrivées, qui ont été perdues dans la nature. L'argent, il est quelque part, d'accord ? Donc c'est assez intense à gérer. Les transactions elles-mêmes sont des petits programmes extrêmement simples, extrêmement précis, hein, virer de l'argent d'un compte à un autre. Mais il y en a beaucoup. Online Analytical Processing, qui est plutôt orienté pour la prise de décision, notamment la prise de décision par les cadres de l'entreprise, c'est des requêtes qui vont essayer de trouver de l'information, de l'intelligence, intelligence au sens Intelligence Services, par exemple, dans les données dont on dispose. D'accord ? Alors là, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'il y a vous avez peut-être envoyé que quelques requêtes par jour, peut-être quelques dizaines ou quelques centaines de requêtes par jour, mais une de ces requêtes peut très bien avoir à considérer
100 millions d'enregistrements, parce que vous allez vouloir faire, je ne sais pas moi, un tableau qui donne pour chaque type de produit, pour chaque mois de l'année et pour chaque région dans laquelle votre entreprise est installée, la somme des ventes. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle des requêtes multidimensionnelles, on reviendra là-dessus. Mais là, il y a beaucoup moins de requêtes, ce n'est pas des millions par minute, mais chaque requête touche une quantité considérable de données, alors que celle-là, chaque requête, allait toucher quoi? 3-4 données dans l'entreprise, hein, votre compte checking et votre compte saving. Là, c'est beaucoup plus considérable. Voilà, donc très différent, énorme différence entre ces deux requêtes. Votre système, a priori, il devrait pouvoir subir les deux. Est-ce qu'on y arrive complètement? Pas vraiment. On est de plus en plus amené à créer des systèmes spécialisés pour gérer plutôt du OLTP ou plutôt du OLAP. Alors, en allant vers plus d'universalité, voilà le genre de fonctionnalité qu'on trouve immédiatement. Alors, la concurrence, la gestion de la concurrence et des transactions, la gestion de la sécurité, la distribution et les performances. Alors, je vais passer un peu plus en détail les performances. Alors, quel type de performance vous pouvez vouloir dans un système? Le temps de réponse. Pourquoi? Parce que j'ai un client qui a mis sa carte dans la machine et qui attend que la transaction soit validée pour récupérer sa carte. Si vous faites attendre ce client 10 minutes, le client va être un peu nerveux. D'accord? Donc là, c'est plutôt le temps par opération qui est important. Le throughput, c'est le nombre d'opérations par unité de temps. Mettons le nombre d'utilisations par heure. Si vous faites du OLAP, c'est plutôt ça qui est intéressant, parce que typiquement, il y a certaines de ces requêtes qui vont durer une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Clairement, il n'y a personne qui va être devant son écran à attendre le résultat. Par contre, il y a 50 requêtes à passer dans la journée. Vous aimeriez bien que les 50 requêtes passent dans la journée et pas être obligé de dire au PDG de l'entreprise « Ah les quelques demandes que vous m'avez faites, on vous répondra la semaine prochaine parce que le système est trop chargé ». Donc on a besoin de passer à l'échelle sur le volume de données et sur le volume de requêtes. Alors, essentiellement, il n'y a pas beaucoup d'outils, mais c'est des outils très riches. Les techniques d'optimisation et de plus en plus l'utilisation du parallélisme massif. Alors là, c'est pas hyper bien imbriqué dans cette leçon, mais je voulais parler des contraintes d'intégrité et des dépendances parce que c'est essentiel dans ce genre de système et ça apparaît à peu près partout. C'est essentiellement comment rajouter de la sémantique, comment le système peut apprendre de la sémantique sur vos données. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant qu'utilisateur, vous êtes très intelligent, vous savez plein de choses, etc. Vous voulez avoir cette vision du monde, tout ce que vous voulez, et vous avez laissé à une machine les tâches un peu pas très nobles, pas très glorieuses, pas très glamour. Mais pour qu'elle le réalise complètement, il faut que la machine sache un peu plus, ou le plus possible, et le plus possible de connaissances sur les données que vous manipulez. D'accord? Pourquoi? Parce que la connaissance, essentiellement, elle va pouvoir l'utiliser à plein de choses. Protéger les données. D'accord? Si vous lui dites, si vous mettez dans le marbre un compte en banque n'a pas le droit d'être négatif, si quelqu'un essaie de tricher et de virer 1 million d'euros de son compte qui a 5 euros, la machine va refuser. Vous n'avez pas besoin de lui dire refuser, elle va le refuser toute seule parce qu'il y a la contrainte d'intégrité qu'un compte ne peut pas être négatif. Alors là, je vais vous expliquer comment on peut utiliser pour faire de la conception de schéma. Optimiser des requêtes, quand on va essayer de trouver plusieurs plans d'exécution, le fait qu'un plan d'exécution soit correct et calcule bien la réponse, ça va essentiellement dépendre de la sémantique qu'on connaît des données. Expliquer les données aux utilisateurs. Ça, c'est de plus en plus important sur le web. Quand quelqu'un tombe sur une base de données, c'est peut-être les données dont il a besoin. Mais si vous n'êtes pas capable de lui expliquer ce qu'il y a dedans, il ne va pas les utiliser. Alors, il y a deux grandes classes de dépendances qui ont été utilisées. Notamment, Moshe Vardi a eu énormément de résultats dans cette direction au début de sa carrière. La première, c'est les dépendances d'inclusion, qui disent que dans la relation séance, tous les titres qui apparaissent dans la relation séance doivent apparaître dans la relation film. Vous ne pouvez pas présenter un film si vous n'avez pas le minimum d'informations sur ce film.
Et puis, si je vous donne le nom d'une salle, par exemple la 3e salle de l'UGC Odéon, à une heure donnée, il n'y a qu'un film. On ne présente pas 2 films en même temps dans une salle. C'est une dépendance fonctionnelle. Donc ça s'exprime encore dans ce calcul relationnel. Hein. C'est les façons d'exprimer ces requêtes. Alors ça, c'est une généralisation, ça s'appelle des Tuple Generating Dependencies. Ça a de la forme, quelle que soit une séquence de conjonction implique, il existe une séquence de conjonction. Et puis les EGDs, pour Equality Generating Dependencies, il y a le même quel que soit, la séquence de conjonction et à la fin une égalité. Bon, ça généralise les dépendances d'inclusion, ça généralise les dépendances fonctionnelles, et c'est des classes de requêtes qui ont été énormément étudiées et qui sont vraiment très présentes dans les développements même récents du domaine. Alors, je voulais vous montrer un exemple de l'utilisation de ces dépendances pour que ça ne soit pas trop abstrait. J'ai choisi la conception de schéma. Alors voilà une base de données, une relation qu'on peut vouloir spécifier. Donc, c'est les personnes avec leurs enfants et leurs voitures. Alors, il y a ce qu'on appelle des anomalies de mise à jour. Si cette personne décide d'acheter une Jaguar, il va falloir rajouter John Toto Jaguar et John Zaza Jaguar. C'est pas terrible, d'accord ? S'il décide de vendre sa 2 chevaux, il faudra supprimer 2 énuplés. Et alors, si vous en supprimez qu'un, vous avez une incohérence. Vous n'avez pas pris en compte la mise à jour correctement. Autre chose, Sue n'a pas acheté de voiture, elle n'aime pas les voitures, elle habite Paris. Eh bien, là, vous êtes obligé d'inventer quelque chose, c'est une valeur nulle. Il n'y a pas de valeur, là. Qu'est-ce qu'on met ? Alors ça, c'est le truc qui, dans les systèmes relationnels, est par définition assez sale. La sémantique, par exemple, d'SQL en présence de nul, c'est tout un poème. Donc la bonne façon de faire, c'est en fait de dire, non, une meilleure organisation, c'est de séparer les informations sur les enfants et les informations sur les voitures, parce que ces informations-là sont de façon évidente des informations orthogonales. Donc voilà, il y a tout un problème là qui est comment arriver à choisir le bon schéma pour qu'il n'y ait pas de problème après au moment de l'écriture des applications. La gestion de la concurrence. Alors ça, c'est aussi une assez belle théorie qui a été développée, qui est aussi complètement basée sur l'abstraction. Vous pouvez lire ça pendant que je vous explique vaguement ce qui se passe en parallèle. Il faudrait beaucoup plus de temps pour en parler en détail. L'idée de ça, c'est que s'il fallait vraiment arriver à gérer la concurrence, donc gérer le fait que plusieurs personnes utilisent votre base de données et qui peuvent se gêner mutuellement, de la même façon, quand vous êtes en train d'écrire un article à plusieurs, vous pouvez faire un peu n'importe quoi si vous ne faites pas attention. Là, l'idée, c'est que si on essaie et ce que les gens essayaient de faire au début, d'articuler ces concepts, c'est très compliqué. Et donc, il va falloir arriver à trouver le bon niveau d'abstraction. Il y a toute une théorie de la concurrence qui a été mise en place, qui permet de gérer le bon niveau d'abstraction pour arriver à spécifier ces choses de façon formelle, et puis après avoir des algorithmes que vous pouvez prouver corrects. Vous pouvez démontrer que si on utilise, par exemple, le verrouillage à 2 phases, c'est un des résultats de ce domaine, si on utilise le verrouillage à 2 phases, on peut démontrer que quoi qu'il se passe, les utilisateurs ne vont pas générer d'incohérences. Bien. Les reprises sur panne, alors là, je pense que ce n'est pas la peine de vous expliquer que les ordinateurs tombent en panne. Ça, c'est à la limite le problème pas trop grave, parce qu'on s'y attend. On s'attend à ce qu'un disque tombe en panne, on s'attend à ce qu'un processeur tombe en panne. Ça peut être un peu plus délicat de vous dire que les applications que les programmeurs écrivent tombent en panne. Donc vous avez un beau système de gestion de base de données. Vous êtes acheté Oracle, ça coûte cher, ça marche bien, mais vous écrivez une application pourrie et puis il y a une erreur dedans et il peut se passer n'importe quoi. Donc ça tombe en panne. Et ce qui est encore plus délicat, c'est que même ces systèmes, je vous ai dit que c'était des très gros systèmes, qui ont été développés sur des dizaines d'années par des gros groupes d'ingénieurs, eh bien aujourd'hui, on ne sait pas écrire un système de cette taille-là sans faire d'erreur. Donc c'est encore pire, c'est-à-dire que le système sur lequel vous tournez votre application,
Même si votre application n'a pas de faute, même si les machines ne tombent jamais en panne par miracle, eh ben, il peut tomber en panne, il peut y avoir des erreurs. Donc il y a des techniques qui ont été mises en place, essentiellement des techniques plus défensives qu'autre chose, c'est dire, bon, ben, je sais qu'il va y avoir une panne, je ne sais pas quand, je ne sais pas où, je ne sais pas pourquoi, mais je sais qu'il va y avoir une panne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais écrire dans un journal, tout ce qui se passe, et je vais prendre des points de reprise, et puis s'il y a une panne, je reprends un point de ce point de reprise et je rejoue tout ce qui s'est passé depuis. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites une mise à jour, vous êtes obligé de faire cette mise à jour à la fois pour de vrai, et puis dans un journal, vous êtes obligé de vous rappeler que vous l'avez faite. Donc des copies backup, des shadow pages, ça c'est un peu plus technique. Je vous ai parlé tout à l'heure de visa international. Bon, par exemple, les gens qui gèrent Visa en France, enfin il y a quelques années, j'ai discuté avec eux, ils avaient 2 centres. Ils avaient un centre près de Paris, je crois, et un centre à Vendôme, où ils refaisaient exactement la même chose. Et vous pouvez imaginer dans votre tête, si le centre de Paris bloque, on bascule et on passe sur Vendôme. Et tout comme Vendôme fait exactement la même chose en même temps, il ne peut pas y avoir de problème. Donc voilà, c'est le genre de choses assez compliquées qu'on est obligé de mettre en place pour avoir des systèmes. Il y a des applications, par exemple, où par contrat, le système doit tourner 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et est autorisé à être down moins de 3 minutes par an. Donc pour arriver à ce genre de sécurité, il faut évidemment des systèmes très, très compliqués. Bien. Alors les données distribuées, avec le web, c'est encore plus le cas. Quand vous avez intégré des données de plusieurs sources, quand vous êtes dans une entreprise qui est mondialisée avec des branches un peu partout, quand vous êtes en train de faire des applications qui impliquent beaucoup d'entreprises. Donc une application sur laquelle on a travaillé, par exemple, c'est le système de fabrication, le système d'information pour les fabrications d'ordinateurs Dell. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a les sites web où vous commandez vos ordinateurs, il y a les usines où les ordinateurs sont fabriqués, il y a les entrepôts où les pièces sont facturées, il y a les sociétés qui vendent des écrans, des mémoires, etc. à Dell, il y a les banques, il y a les sociétés qui font la livraison des machines. Donc une application de ce type-là, il y a des données dans une centaine d'entreprises qui sont toutes autonomes et qui doivent évidemment s'échanger pour qu'à l'arrivée, vous receviez le bon ordinateur exactement dans les temps et que votre compte soit débité exactement du bon montant. Donc il y a énormément de travail et c'est assez compliqué de gérer ces données distribuées. J'en parlerai un petit peu dans le cours sur la distribution. Et puis il y a la notion de transaction distribuée, cette notion de gestion de la concurrence. Alors là, c'est extrêmement lourd. Je vous ai parlé de verrouillage de phase, là il y a du commit à 2 phases, c'est encore plus compliqué. C'est presque un miracle que ça marche. Je ne voudrais pas vous donner l'impression que j'ai traité tout. Il y a plein d'autres fonctionnalités dans ces systèmes, comme pour gérer la sécurité, pour gérer la surveillance des données, pour gérer le nettoyage. Quand vous êtes dans une entreprise, vous pouvez vous retrouver avec je sais pas, 5 enregistrements pour le même client avec des erreurs. Il a déménagé, il n'est plus là, etc. Le streaming, dont je parlerai un peu plus tard, les données spatio-temporelles. Ça nous amène au 3e grand principe, qui est le principe d'indépendance. Donc je vous rappelle les 3 niveaux, niveau physique, niveau logique, niveau externe. Alors, la notion de vue est, à mon avis, le concept le plus fondamental dans le domaine des bases de données. C'est un concept qui est révolutionnaire, c'est le concept de fonction. D'accord ? Donc c'est une vue, ça transforme une base de données en une base de données. Donc, plus basique que ça, on meurt. Donc là, vous avez 5 étapes possibles pour une base de données. Si vous décidez de prendre comme fonction la projection sur la première coordonnée, vous avez 2 états possibles pour la vue. Voilà. En simplifiant à peine, c'est ça une vue. Alors après, évidemment, comment vous définissez les vues, c'est toute une littérature, c'est énormément de travail et de propositions différentes. Dans un langage comme SQL, vous le définissez avec une requête. Donc, essentiellement, une requête, ça transforme une base de données en une base de données. Donc, vous allez dire c'est une vue.
La seule chose que vous allez faire, c'est que vous lui avez donné un nom, vous l'avez nommé. Donc d'une certaine façon, une vue, c'est nommer une fonction, définir une fonction. Alors il y a des façons plus riches de définir des vues, donc Datalog dont on parlera à la fin de ce cours. On peut utiliser ces fameuses Tuple Generating Dependencies, et il y a des gens qui utilisent ça pour définir des vues. Et là, je voulais montrer, si on prend Datalog typiquement ou ces notions de vue, il y a une séparation très claire entre ce que c'est qui est extensionnel et ce qui est intentionnel. Alors, ce qui est extensionnel, c'est ce qui est stocké dans la base de données. C'est un fait qui est quelque part rigide, défini, une fois pour tous dans la base de données. Alors que quand on définit une vue, d'une certaine façon, on définit un fait qui est là en intention. Dans Datalog, on sépare ça typiquement entre des prédicats intentionnels et des prédicats extensionnels. Alors là, j'ai parlé d'un langage sur lequel j'ai travaillé pas mal ces dernières années, qui s'appelle ActiveXML, dans lequel c'est des arbres, donc c'est du XML, mais il y a des fonctions, il y a des appels à des fonctions qui sont des appels à des services web. Et donc là, ce document, on peut voir ça comme quelque chose d'extensionnel. Je ne sais pas moi, un guide pour un guide touristique pour la ville d'Aspen, mais il y a un certain nombre d'informations là-dedans qui sont extensionnelles, qui sont intentionnelles, qui ne sont pas présents physiquement, mais qu'on peut obtenir, comme par exemple la liste d'hôtels. Et alors là, l'avantage, c'est qu'on aura la liste d'hôtels à jour. On pourra avoir les informations sur les hôtels sont pleins, ils ne sont pas pleins, des choses comme ça. Ou là, j'ai mis la F donne la hauteur de neige. Donc le document là, on a introduit une information intentionnelle qui était la hauteur de la neige. Puis si demain on regarde ce document, ben on va s'apercevoir que la hauteur de neige a changé. On a perdu 1 mètre depuis hier. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on a, d'une certaine façon, caché la différence qu'il peut y avoir entre l'extensionnel, les données en extension, et les données définies à l'aide de vues. Et une grande partie de ce travail sur les vues, ça va revenir à ça, essayer de cacher cette différence qu'il y a entre intentionnel et extensionnel. Alors, je vais vous montrer même encore ça de façon encore plus précise. C'est cette notion de matérialiser une vue. Donc là, j'ai une vue qui est gardée intentionnelle, c'est-à-dire que j'ai des données et j'ai défini une fonction sur ces données. J'ai rien fait. Elle est là. J'ai la définition de la fonction, c'est bien. Et là, par contre, j'ai matérialisé. C'est que je me suis dit, à tout hasard, je vais déjà évaluer cette fonction. Ce qu'on appelle matérialiser la vue. Donc j'ai matérialisé la vue. Alors, les deux cas peuvent être intéressants de façon, si vous voulez, abstraite. Il n'y a pas de différence entre les deux. Mais de façon pratique, notamment pour les performances, il y a une énorme différence entre les deux. Alors par exemple ici, si quelqu'un modifie les données, il n'y a rien à faire. Il a modifié les données, je modifie les données, basta. Par contre, si quelqu'un voudrait bien savoir la valeur de la vue, là, il faut travailler. C'est complexe, il faut l'évaluer. Si quelqu'un veut poser une question à cette table, c'est compliqué, il faut commencer par poser peut-être évaluer la table ou essayer de trouver des techniques compliquées pour répondre à la question sans évaluer la table. C'est la requête qui est compliquée. Si j'ai matérialisé la vue d'un autre côté, par contre, si je pose une requête, c'est vachement simple. J'ai les données, elles sont déjà là, j'ai qu'à évaluer sur cette base de données. Il n'y a rien de plus simple, c'est exactement comme d'évaluer une requête sur une base de données. Par contre, si je veux faire une mise à jour, là, ça devient plus compliqué. Alors, la question, c'est quelle mise à jour? La première chose, c'est que je fais une mise à jour sur la base de données. C'est simple, si je ne veux pas me casser la tête, je réévalue complètement la vue. Bon, il y a évidemment des techniques plus Sioux qui vont me permettre de propager la mise à jour de la base de données vers la vue. Mais dans le pire des cas, je ne m'embête pas, je peux toujours réévaluer la vue. Plus compliqué, c'est que comme maintenant ça s'est présenté comme une base de données, il y a un utilisateur qui peut se dire alors moi je vais spécifier ma mise à jour directement là-dedans. Oui, mais alors là on a des problèmes, c'est qu'il peut y avoir, pour propager dans ce sens-là, ça peut être ambigu. D'accord ? Il peut y avoir plusieurs façons de propager la mise à jour que je spécifie ici pour obtenir plusieurs bases de données. Évidemment, ces fonctions, la fonction, elle n'est pas one-to-one. Donc, à partir du moment où il y a ça, ce n'est pas une bijection.
Donc à partir du moment où je fais une mise à jour dans la vue, ce n'est pas évident que ça se traduise par une mise à jour précise dans la base de données. Ce qu'on découvre là, c'est peut-être une des pierres angulaires de la gestion de données, c'est le trade-off qu'il y a entre requête et mise à jour. C'est quelque chose qu'on rencontre tout le temps quand on fait de la recherche ou du développement sur les bases de données, c'est que soit on favorise les requêtes, soit on favorise la mise à jour, mais on ne peut pas favoriser les deux. D'accord ? Et typiquement, il faut regarder quelle est l'application. Et si l'application dit l'application est transactionnelle avec des millions de mises à jour par minute, il faut faire ça, hein, parce que sinon on n'y arrivera pas. Par contre, s'il y a très peu de mises à jour et des requêtes très compliquées, il vaut mieux matérialiser. On matérialise une bonne fois pour toutes et après les requêtes sont simples. Toujours en continuant sur les vues, encore une fois, un des messages que je voudrais faire passer, c'est que cette notion de vue, c'est vraiment la pierre angulaire, c'est vraiment le cœur de la gestion de données. Alors il y a cette notion d'intégrer plusieurs sources de données. Alors pourquoi ? Je ne sais pas, vous avez 5 sources d'informations sur la bio, et vous, quand vous cherchez quelque chose, vous aimeriez bien ne pas avoir à demander 5 fois. D'accord ? Ce que vous aimeriez bien, c'est poser une requête à une base de données, et puis que la base de données se débrouille. L'abstraction. Hein, vous voudriez qu'on vous fasse une abstraction de ces 3 sources de données en vous en présentant qu'une seule. Alors ça, c'est une notion de vue. Hein, c'est cette base de données qu'on vous présente, c'est une vue des bases de données, des 3 bases de données de bio, et vous posez votre requête à celle-là, et ça intègre les informations des 3 autres. Et là, vous vous reposez exactement la même question qu'au transparent précédent. Est-ce qu'il faut que je matérialise ou pas cette vue ? D'accord ? Alors, si vous ne matérialisez pas, c'est la notion de médiateur. Donc, vous ne faites rien, et quand quelqu'un pose une requête, le médiateur, il va falloir qu'il aille chercher son information un peu partout, qu'il la combine, qu'il la regroupe, il travaille un peu plus. L'autre technique, c'est la méthode de l'entrepôt. Donc, vous avez créé un entrepôt, vous allez aspirer des données, mettons une fois par jour ou une fois par semaine, de toutes ces grosses bases de données de biologie. Et une fois que vous avez aspiré toutes ces données, vous pouvez les oublier, elles peuvent évoluer. Alors, vous ne serez pas tout à fait à jour. C'est-à-dire que les données qui ont été mises pendant les dernières 24 heures, vous ne les présenterez pas. Par contre, vous allez avoir énormément d'efficacité, vous n'allez pas vous embêter. Un autre avantage aussi, c'est que vous n'allez pas gêner le fonctionnement opérationnel de ces bases de données, puisque vous êtes ailleurs. D'accord ? Une fois que vous avez aspiré tout, vous êtes ailleurs. Alors dans ce contexte, on parlera un peu plus de Global as View and Local as View, qui sont essentiellement qui partent de la question de dans quelle direction on définit les choses. Dans Global as View, je définis cette vue comme une fonction des bases de données sources. Dans Local as View, je définis la base de données source en fonction de la base de données globale. C'est un tout petit peu perturbant, mais typiquement, c'est celle-là qui est le plus efficace parce que ça vous permet de pouvoir rajouter des vues sans rien toucher. Voilà, optimisation, complexité, expressivité. Il faudrait que j'accélère assez. Donc ça, j'en ai déjà parlé, les raisons de ce succès. Là, ce que je voulais montrer, c'est qu'on peut réécrire la même requête qui est ici, où et à quelle heure puis-je voir un film avec Humphrey Bogart, de plusieurs façons différentes, et que c'est important. Si on prend celle-là, on fait une jointure entre film et séance, la complexité est en n au carré. Quand on fait celle-là, où on a commencé par sélectionner les films d'Humphrey Bogart, on n'est plus qu'en n dans cette jointure, de n au carré à n. C'est des techniques d'optimisation qui sont violentes. On ne gagne pas 20 ou 30% comme quand vous faites de l'optimisation de Java ou d'autres choses. On gagne des facteurs d'optimisation qui peuvent être des ordres de grandeur. Sur cette requête, si on utilise, là pour faire la sélection, j'ai dit qu'il fallait filtrer essentiellement la relation film, c'est en temps linéaire, et puis faire une jointure avec séance, donc filtrer la relation séance, c'est en temps linéaire. Donc on est en ordre n. Mais si j'ai un index sur film qui, en un temps constant, me donne les films de Bogart, et j'ai un index sur séance, et je fais cet algorithme qui s'appelle une jointure en utilisant le hash de l'attribut en commun, et bien là, je suis passé en temps constant. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on est passé de n2, on est passé en n, on est passé en temps constant. Si on a le bon optimiseur,
on va pouvoir répondre en quelques millisecondes. Si on a un mauvais optimiseur, il va falloir 1 minute. Si on a un très mauvais optimiseur, on va dégoûter le client. Bien, ça je passe. Donc voilà, il y a des structures d'accès, les plus importantes étant les fonctions de hachage et les arbres B. Il y a des algorithmes sophistiqués, le plus souvent pour la jointure, parce que c'est l'opération qui coûte cher. Ce que j'ai déjà dit dans la leçon, c'est que l'espace de recherche est trop large, donc il va falloir utiliser des heuristiques pour savoir isoler des zones de cet espace de recherche et chercher uniquement dans ces zones. Et puis, on va faire tout ça et ça marche. Je voulais présenter rapidement quelque chose qui est le parallélisme, parce que c'est fondamental dès qu'on passe sur des gros volumes de données. Alors, la chose qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que tous les problèmes ne sont pas parallèles. Il y a des problèmes que vous ne pouvez pas paralléliser, sur lesquels vous ne pouvez pas gagner grand-chose en ayant plein d'ordinateurs. Mais, la gestion de données, notamment le calcul relationnel, c'est quelque chose qui est extrêmement parallélisable. On parle des fois même, le terme qu'on entend des fois, c'est « embarrassingly parallelizable ». C'est parallélisable de façon embarrassante. C'est presque gênant quand on regarde ce que les gens s'embêtent à paralyser d'autres problèmes. Là, c'est simple à paralyser et on gagne de façon considérable. Donc on peut être presque gêné vis-à-vis des collègues qui font des tâches beaucoup plus difficiles. C'est dans la classe AC0, qui est la classe des requêtes très fortement parallélisables. Alors, là, j'ai montré un exemple. Donc, voilà ce qu'on veut faire. On veut prendre cette grande relation qui est énorme, disons un téraoctet, et puis faire cette relation qui est un peu plus petite, disons un demi-téraoctet, faire passer un filtre et faire la jointure entre les deux. C'est assez violent. Comment on va pouvoir partager ça? Ce qu'on peut faire, c'est prendre les attributs de la jointure et donner la responsabilité de la moitié à cette machine et de l'autre moitié à cette machine. Donc, pour traiter la première moitié, on va tout envoyer à la machine du bas. Pour traiter la deuxième moitié, on va tout envoyer à la machine du haut. Mais comme c'est indépendant, eh ben, on peut tout faire en même temps. Donc, essentiellement, ces machines, ce qu'elles font, c'est qu'elles regardent les données et chaque enregistrement, elles décident si elles doivent l'envoyer à la machine du haut ou à la machine du bas. Donc, c'est extrêmement bête. Cette machine-là, même chose, c'est extrêmement bête, elle filtre, et puis le résultat, elle regarde si elles doivent envoyer ça à la machine du haut ou à la machine du bas. On a essentiellement divisé cette jointure, qui était l'opération coûteuse, on l'a divisée en deux. C'est vachement bien, mais si au lieu de hacher sur 2 machines, on hachait sur 10 machines, on aurait divisé en 10. Si on hachait sur 100 machines, on aurait divisé en 100, avec 1000 machines en 1000. Donc ce genre d'opération, qui a l'air extrêmement coûteux, 1 téra par un demi-téra, s'il fallait faire ça séquentiellement, on ne s'en sort pas, ben on a essentiellement divisé le travail par 1000. Là, ça devient intéressant. Bien. Complexité, expressivité, je zappe. Et donc là, je voulais arriver à vous montrer un truc un peu technique. Donc les gens qui ne s'intéressent pas à la technique, vous pouvez vous assoupir, retourner dormir pendant 10 minutes. Pour les autres, j'ai choisi un truc très simple, qui est très simple, sauf à traduire en français, containment, l'inclusion de requêtes conjonctives. Alors, une requête conjonctive, c'est ça. C'est des existentiels et ensuite une conjonction, c'est une requête conjonctive, d'accord? Donc, c'est le calcul relationnel dans lequel j'ai enlevé la négation, donc le quantificateur universel, et la disjonction. C'est uniquement des existentiels et des conjonctions. Et vous pouvez vous convaincre assez rapidement qu'avec une petite manipulation logique assez simple, je peux mettre les existentiels à l'extérieur et que je peux toujours me ramener à une requête conjonctive. Alors, la requête conjonctive, on peut la présenter de cette façon-là. Ici, les variables libres de la requête, et puis ici, la requête qui, d'une certaine façon, et c'est ça qui est cool, ressemble à une petite base de données. La seule différence, c'est que c'est des variables au lieu d'être des constantes. Mais c'est une base de données, ça. Alors, c'est quoi la réponse? C'est assez simple à définir directement sur ce formalisme. Une réponse, on l'obtient en trouvant une valuation, c'est-à-dire en donnant des valeurs aux différentes variables de la requête, et en la plongeant dans la relation de données. Donc là, on a transformé x en 1, y en 2, x' en 3, y en 2, on a cette x seconde en 4, et on a obtenu le résultat 1.
Dans cette relation, dans cet exemple, il y a une autre solution qui donne 10, une valuation qui donne 10. Voilà, très simple à définir. Voilà un autre exemple. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette requête et j'ai rajouté la contrainte x' égale x secondes et j'ai rajouté la contrainte r de zz. Donc j'ai resserré ma requête. Alors le résultat, c'est que la valuation V1, vous voyez, qui transformait x' en 30, pardon, la relation V1, oups, je vais y arriver. Voilà, V1, transformer x' en 3 et x secondes en 4, comme j'ai x' égale x secondes, j'ai perdu cette valuation. Par contre, la deuxième, je l'ai, parce qu'en plus, il y a le 5,5 qui colle bien avec R de ZZ. Donc là, j'ai plus qu'un résultat, c'est 10. Donc intuitivement, vous voyez bien que j'ai moins de résultats, mais que tous les résultats que j'ai, je les avais déjà. Ça a l'air d'être quelque chose qui ressemble à l'inclusion. Et je vous ai dit que le problème que j'allais résoudre, c'est le problème de l'inclusion de requêtes conjonctives. Alors regardons cette définition. Une requête Q' est incluse dans Q si pour toute base de données I, Q' de I est inclus dans Q de I, et elles sont équivalentes s'il y a des inclusions dans les deux sens. Et le problème que je pose, c'est est-ce qu'il y a inclusion? Alors, premier lemme, c'est que s'il y a un homomorphisme de Q vers Q', alors Q' est inclus dans Q. Voilà un homomorphisme dans Q. Alors regardons maintenant une réponse à Q'. Une réponse à Q', c'est une valuation qui donne aux variables de Q' des valeurs telles qu'on puisse l'inclure dans la base de données. Et là, ça vous donne la réponse Q' de I. Maintenant, si je regarde la valuation qui est la composition de H suivie de cette valuation V. Donc à x fait correspondre 10, à x' fait correspondre x' fait correspondre 30, à x secondes fait correspondre x' fait correspondre 30. Je vais aussi prouver que la valeur 10 se trouve aussi dans la réponse à Q. Et ça, quelle que soit la réponse que je choisis, ce sera toujours vrai. Donc j'ai démontré que Q' de I est inclus dans Q de I. Et comme c'est vrai pour tout I, que Q' est inclus dans Q. Première direction. Maintenant, seconde direction, si Q' est inclus dans Q, il y a un homomorphisme de Q dans Q'. Comment je fais ça? C'est très simple, je vais construire une relation ici. Alors là, j'ai un peu triché, c'est plus des variables, c'est des constantes. Mais imaginez là, une constante qui s'appelle x, une constante qui s'appelle y, etc. Donc vous voyez ça maintenant comme une instance d'une relation. Alors évidemment, il y a une identité, hein, c'est la même chose. C'est juste syntaxique. Alors, comme c'est la même chose, par définition, x est une réponse. Comme j'ai Q' de Q, et comme j'ai Q' qui est inclus dans Q, x est aussi une réponse si j'applique Q à cette instance. Ah oui, mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une valuation de Q dans IQ'. Et cette valuation de Q dans IQ', c'est essentiellement un homomorphisme. Donc j'ai démontré qu'il y a un homomorphisme de Q vers Q'. Simple et brillant. Donc j'ai le théorème que Q' est inclus dans Q, si et seulement si il y a un homomorphisme de Q dans Q', et c'est assez simple de montrer que le problème c'est NP complet. La difficulté pour NP, c'est de trouver cet isomorphisme, évidemment. Est-ce que j'ai le temps de faire ça? Non, je vais zapper ça, mais vous pourrez voir ça dans les transparents. On peut montrer qu'on peut résoudre aussi le problème avec des disjonctions en montrant qu'une union de requêtes conjonctives est incluse dans une union de requêtes conjonctives si et seulement si pour chaque i, donc chaque Q'I, il existe un j tel que Q'I est inclus dans QJ. C'est pas un Q'I n'a pas besoin d'être couvert par plusieurs, il doit être couvert par un seul. Donc du coup, ça nous donne un algorithme aussi NP complet pour résoudre le cas de la disjonction. Quand on passe à la négation, ça passe moins bien. L'inclusion de requêtes du premier ordre est indécidable. Elle est co-récursivement énumérable. Quand on passe à la récursion, l'inclusion est aussi indécidable. C'est décidable pour les programmes monadiques. Et les problèmes ne sont pas tous fermés dans cette gamme-là. Je suis en train de travailler avec Pierre Bourris, qui est à Oxford,
sur un problème sur les arbres. Et pour ceux qui connaissent un peu de programmation logique, c'est un cas particulier de la subsumption dans le Resolution Theorem Proving. Conclusion. Je vais aller vite aussi. Ça a beaucoup marché dans l'industrie. C'est beaucoup de résultats très importants en recherche. Ça s'est marié avec des technologies. Alors, je vais juste en citer une. Avec les langages objets, il y a eu les bases de données objets. Et maintenant, d'une certaine façon, énormément de systèmes de bases de données dont on dispose ont des interfaces objets. Pour trouver des problèmes, il suffit de toujours poser des questions. Dans l'industrie, c'est pour faire mieux que les gens qui sont déjà là. Et dans la recherche, c'est pour avoir des tests, notamment. Et là, j'ai mis, et je terminerai là-dessus, quelques exemples de choses dans ce beau modèle que je viens de vous présenter qu'on peut remettre en question pour trouver de nouveaux sujets. Donc on parlera beaucoup la prochaine fois. Là, les données sont extrêmement régulières, c'est des tableaux à 2 dimensions. Si on fait sauter cette contrainte, si on décide que ce n'est plus des tableaux à 2 dimensions, mais des choses beaucoup moins structurées, on va tomber sur les modèles semi-structurés dont on parlera la prochaine fois. Je vous ai dit, ce truc d'universalité, on va tomber sur le NoSQL dont on parlera la prochaine fois. Alors là, je ne vais pas en parler dans ce cours, mais si vous regardez sur le fait que les données sont persistantes, il y a énormément de choses rigolotes à regarder. Quand on dit que ce n'est pas les données qui sont persistantes, les données, c'est des flots qui arrivent en permanence. Ce qui est permanent, c'est les requêtes. Donc c'est des requêtes que vous faites sur des flots de données. C'est du monitoring super intéressant. Donc il y a plein de choses encore, plein de problèmes encore intéressants à regarder. Et je vous remercie de votre attention.